Mauritanie, mais également l'Arabie Saoudite aussi a soutenu la candidature de la Mauritanie. Cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire tout simplement au plan diplomatique. Au niveau interne, je veux parler de la sous-région, la candidature de Haute n'a pas fait l'unanimité parce que le président de la République n'a pas fait le travail en amont, le travail qui devrait être fait dans les coulisses, le travail de fourmi diplomatique, peser de tout notre poids diplomatique, ce qui n'a pas été fait et au résultat des courses, nous avons été laminés en arrivant à la 3e position à l'issue de la course. Mais oui, mais c'est vrai, la position de Avandari, c'est vrai, comme vous essayez de l'expliquer, on peut croire, mais on peut aussi retenir, comme vous l'avez dit tantôt, certains ont voté pour le candidat Oud, notamment le Nigeria et bien entendu la Guinée-Bissau, d'autres pays. Mais pensez-vous que c'est la Côte d'Ivoire qui a mené les débats pour qu'on en arrive à ce résultat? Regardez, il y a une succession de faits non moins anodins de la part du Premier ministre Ousmane Sonko qui est allé au Burkina pour dire tout simplement aux leaders des putschistes que vous avez le soutien du Sénégal. Mais ce soutien-là, à peine voilé, va retentir dans les oreilles. Ça va retentir, ça va faire écho. Et les conséquences, nous sommes en train de les vivre. Cela nous a valu cette candidature, cela nous a valu une position honorable par rapport à cette compétition. Parce que la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO. Quand Ousmane Sonko part pour rencontrer le président du Burkina, ou bien son homologue premier ministre burkinabé, pour lui dire tout simplement que vous avez le soutien du Sénégal, c'est un pic lancé envers les États membres de la CEDEAO. Est-ce que c'est un soutien politique ou un soutien économique où nous sommes quand même dans le jargon d'un État à un autre État? En réalité, il devait être en mesure d'édifier l'opinion internationale par rapport à ce type de soutien. Il n'a pas levé les équivoques, il a laissé l'ambiguïté planer sur son soutien. Donc de quel soutien s'agit-il? Laissons notre langue au chat. Bon, d'accord. Aujourd'hui, quand même, au plan diplomatique, on ne va pas dire que cette défaite du candidat sénégalais du Sénégal, M. Hott, ancien ministre de l'économie, cette défaite, c'est l'échec de toute une diplomatie quand même. Au plan diplomatique, il y aura des répercussions. Parce que c'est la deuxième au plan international que nous essayons des revers de la sorte. Lors de la compétition internationale sur le plan footballistique, la candidature d'Augustin Senghor a essuyé les mêmes revers. Donc c'est la deuxième fois que nous essayons ces mêmes revers. Donc comme conséquence, on aura perte de la crédibilité stratégique du Sénégal sur les négociations régionales. Perte aussi de l'influence au niveau sous-régional. Le poids diplomatique du Sénégal va se dégringoler de manière dangereuse. Et cela est dû tout simplement à l'image que nous renvoyons à nos voisins. C'est-à-dire la chef de la diplomatie sénégalaise, Yassine Fall, est en train de décorner l'image du Sénégal à l'étranger. Les positions également prises par le Premier ministre et le président Diomaye au plan international est en train également de nous valoir ces échecs. Mais oui, mais attends, ces échecs n'ont pas commencé maintenant, mais on a eu la candidature de Bathily qui n'est pas passée au niveau de la Commission de l'Union africaine et tant d'autres. Un Sénégalais a voulu être le représentant de l'OMS en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas passé. Mais est-ce que justement ces échecs-là ne datent pas de l'ancien régime aussi? Parce que bon, la candidature de Amadou Hott par rapport à la candidature du Mauritanie, il n'y a pas photo. Nous avons un bon profil qu'on devait vendre, on devait discuter au plan interne, au niveau régional. On devait également faire du lobbying avec nos pays voisins, à savoir la Guinée-Bissau, à savoir la Mauritanie, à savoir le Nigeria, à savoir même la Côte d'Ivoire, sans pour autant poser des actes allant dans le sens de freiner ces talents de soutien. Aujourd'hui, on est allé prendre une candidature naturelle qui s'est imposée à tout le monde. Par contre, la candidature de Bathily était une candidature choisie, une candidature consensuelle. L'État n'a pas délégué sa souveraineté décisionnelle à la naturalité d'une candidature. Donc c'était une candidature assumée.
même si nous avons essuyé un revers par rapport à cette candidature, donc on peut prendre des notes par rapport à cela. Mais au plan diplomatique, le Sénégal est en train de dégringoler. En atteste aujourd'hui les positions que nous prenons. Aujourd'hui, si nous nous rappelons de la candidature de Diouf à la tête de la francophonie, ce n'était pas une candidature assumée, parce que c'était Chirac, avec l'appui de la France, qui voulait nous imposer la candidature de Diouf. Mais Wade a eu l'intelligence de freiner la dynamique médiatique en disant que le Sénégal n'a pas encore choisi de candidat. Donc Diouf et Chirac étaient obligés de fléchir et de revenir à leur décision pour avoir le soutien officiel du président Wade. Ce qui fut fait. Et du Sénégal. Donc il faut respecter la souveraineté décisionnelle. Cette souveraineté n'a pas été exercée. Elle n'a pas été déroulée en amont comme en aval. Donc il ne peut que s'en suivre des échecs et des revers de la sorte. Donc vous notez un manque d'entre-gens, un manque de tact et de tactique. Il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a pas eu de cartographie par rapport au poids politique, au poids également des candidatures qui se sont affichées en amont. Il n'y avait pas de cartographie. La méconnaissance du terrain nous a valu cette perte. Il fallait cartographier les candidatures et aller dans le sens des négociations, faire des lobbying pour engager un plus de soutien au profit de autres. Mais on apprend de nos erreurs. Absolument. Mais certains agitent souvent l'idée de discours renvoyant à certains échecs, à certains chiffres falsifiés qui auraient peut-être coûté cher aux candidats autres, dont le gouvernement, donc qui a appartenu à ce gouvernement. Vous ne voyez pas ça, non? Bon, j'ai vu récemment un post qui ironise à propos de cela, en disant que si le sélectionneur d'une équipe prétend que son équipe est prise à l'étau par rapport à des tests antidopage, ou bien qu'il a des joueurs qui trichent, qui ne sont pas à la hauteur de la compétition, il a des joueurs qui falsifient leur bulletin de naissance, qui n'ont pas affiché leur âge réel. Maintenant, si cette équipe est disqualifiée lors d'une compétition, il n'y a pas de quoi se tirer les larmes. Mais il ne faut pas indexer un régime. Est-ce que ce n'est pas le Sénégal qu'il faut... La responsabilité relève du Sénégal, pas un régime, parce que ça n'est pas d'aujourd'hui. C'est déculotté dont vous évoquez tantôt au plan des institutions internationales. Au plan des institutions internationales, la communication que nous entretenons dans ce sens n'est pas la bonne. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, lorsque le président Wade est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il disait? Nous avons les caisses bien fournies, bien remplies, au point que je ne sais même pas comment dépenser cet argent. J'ai tellement d'argent que je ne sais pas quoi en faire. Voilà, cela nous a permis d'avoir les investisseurs étrangers, des investissements directs étrangers. Maintenant, quand vous dites que dans mon pays, les chiffres sont falsifiés, les autorités ne sont pas indemnes de reproches, ils ne sont pas droits, ils n'ont pas géré les ressources de manière parcimonieuse. Maintenant, qui aurait confiance aux Sénégalais? Non, mais eux, ils ont opté pour un discours de vérité aussi. Ce n'est pas un discours de vérité. Ce n'est même pas un discours de vérité, ce n'est même pas un discours vrai, mais c'est un discours populiste. Pour tout simplement dire aux Sénégalais que nous n'avons rien trouvé dans les caisses, il faut patienter, il faut endurer, il faut serrer la ceinture. Et pendant ce temps, ils s'adonnent à des dépenses de prestige. Ils sont en train d'entretenir le luxe des élus en leur octroyant des voitures de luxe à coût de 50 millions, 54 millions. Ils sont en train d'entretenir, de renflouer les caisses noires à l'ordre de 11 milliards pour la présidence, 9 milliards, je ne sais pas, pour la primature, 600 millions à l'Assemblée nationale. Maintenant, qui trompe-t-on? De quel Sénégalais parle-t-on? Avec cette gestion gabegique de nos ressources, on a dégagé même plus de 5 milliards pour tout simplement primer les casseurs et les pilleurs qui appartiennent au PASTEF. Donc, quand on nous dit que ce pays est en ruine... Est-ce que cet argent-là, c'est de l'argent public aussi? C'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'argent public? Non, dans le LFR, ils ont dit qu'ils ont dégagé la somme de... Dans la LFR? Oui. Loi de finances rectificative. Loi de finances rectificative dans la LFR. Donc cet argent, c'est bien dans la LFR? C'est bien dans la LFR. C'est bien dans la LFR. C'est l'argent du contribuable qu'ils ont pris, qu'ils ont dégagé pour entretenir tout simplement leurs militants.
Donc, sans décision de justice, sans commission de réparation, sans commission, etc., qui fonctionne dans la transparence, ils ont fait dans le militantisme, dans le clientélisme, dans tout simplement la distribution de l'argent. Mais oui, mais si ceux qui sont actuellement aux affaires sont des militants du souverainisme économique et financier. D'ailleurs, vous avez entendu le Premier ministre qui, malgré l'absence de financement externe, mais on n'est pas en banqueroute, ça aussi il faut s'en féliciter, non? On ne s'en félicite pas, même si on ne reçoit, on ne reçoit pas de l'argent. On n'a rien reçu du FMI, on n'a rien reçu de personne, mais nous ne sommes pas même si nous ne recevons rien. Les salaires sont payés. Si nous ne recevons rien de du FMI et de la Banque mondiale, cela ne veut pas dire qu'ils sont des souverainistes. Un État souverain ne peut pas se permettre de se lamenter. Mais oui, c'est au moins un mérite quand même. Non, ils ne sont pas des souverainistes. Dans la pratique, ils ne sont pas des souverainistes, mais des souverainistes dans la parole, dans les promesses. Ouais, mais ne pas vivre grâce au financement étranger, ce n'est pas au moins... Je vous donne des faits factuels. Bismillah. Quand les Américains ont coupé l'aide destinée tout simplement à la MCI, USAID, ils pleurnichaient. Quand ils ont redonné l'aide aux Africains, ils étaient en train d'applaudir et de danser. Quand la Banque mondiale, avec ses représentants, FMI, avec ses représentants, défilent au Sénégal, mais les images restent choquantes. Ils nous donnent des directives, ils nous donnent des ordres, voilés sous l'expression recommandation. Quand nous recevons des instructions, nos gouvernants vont parler de recommandations. Alors qu'il s'agit d'instructions, il s'agit de directives, il s'agit d'ordres qu'il faut exécuter. Aujourd'hui, on ne peut pas voir pareil à Washington. Des représentants du FMI, des représentants de la Banque mondiale défiler